Bonjour tout le monde. Bon, sur Intercut, on aime le cinéma et on aime particulièrement le cinéma français. Parce que c'est un cinéma qui est très souvent caricaturé, qu'on a un peu trop vite tendance, je trouve, à oublier ses très nombreuses merveilles, des merveilles qui le rendent l'un des cinémas les plus prestigieux qui ait jamais existé, et même l'un des plus influents. J'en ai d'ailleurs parlé récemment sur Insta ou la petite pub, dans laquelle je vous conseille des films français, qui sont un peu trop oubliés. Le lien est dans la description pour me suivre sur Insta, suivez-moi sur Insta et du contenu exclusif, c'est super. Mais bref, en fait, faire cette petite vidéo sur Insta sur ces films français oubliés, ça m'a donné envie de faire carrément une vidéo sur la chaîne dans le format des trésors cachés, et de vous parler de 5 autres films bien de chez nous, des films de tous les genres, des films de toutes les époques, des films géniaux que vous pourrez bien vite balancer à la tronche de tous ceux qui pensent que le cinéma français, c'est la dernière comédie avec Didier Bourdon et rien d'autre. Et on va aller sur du lourd très très vite. C'est parti pour ces trésors cachés du cinéma français. Mais juste avant de vous parler de ces films, je voulais prendre une minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Un sponsor que vous connaissez parce que c'est nos amis de YFoot qui est vraiment un grand soutien à la chaîne, et la chaîne n'aurait pas pu se développer comme ça sans eux, clairement ça fait des années qu'ils me soutiennent, même quand on était 5000 sur la chaîne, vraiment. C'est une marque que j'adore et en plus j'adore leurs produits, donc ça tombe très bien. D'autant plus que cette semaine, ils ont une offre exclusive pour les abonnés d'Intercut à partir du produit que vous avez le plus aimé à chaque sponsor. En gros, YFood, c'est une marque qui propose des boissons équilibrées, rassasiantes, qui vont te caler plusieurs heures, qui sont riches en fibres, protéines et minéraux. Et ils font aussi des bars, vous le savez, des bars aussi pratiques que juste excellentes, des bars qui sont toujours Nutri-Score A, et il y a une variété de goûts tellement énorme, je veux dire, t'auras jamais l'impression de te priver. Ça te permet d'éviter le grignotage, hyper pratique quand t'es au taf, et tu peux te faire plaisir en profitant d'un produit tellement plus équilibré en calories et en nutriments que ce qu'on a l'habitude de manger à la pause de 16 h, quoi. Franchement, c'est parfait, moi je l'utilise, de toute façon ils m'envoient leurs produits et j'en suis ravi, c'est un régal, c'est un bonheur. Et regardez un peu ces goûts, franchement pour allier à ce point gourmandise et équilibre, ils sont forts, que ce soit les bouteilles ou les bars. Caramel salé, chocolat, café glacé pour l'un, cacahuètes, noix de coco, chocolat blanc et j'en passe, vous voyez bien pour l'autre, c'est vraiment un bon plan quoi. Et de toute façon tout est transparent, les nutriments, la répartition calorique, etc. Tout est sur leur site. Le site est en description donc n'hésitez pas à jeter un œil, d'autant plus que j'ai 10% pour vous avec le code Intercut YouTube qui s'affiche là, ou alors avec le lien dans la description. 10% de réduction sur l'ensemble du site, ça se refuse pas. Merci beaucoup à YFood, vraiment je le dirai jamais assez, d'être le soutien de cette chaîne. C'est vraiment le meilleur soutien possible. Le lien est dans la description, nous on se replonge dans la vidéo. Bon les amis, dès le début je vous balance quand même une grosse bombe, j'annonce. Deux grands cinéastes français, Roger Vadim et Louis Malle, qui vont collaborer avec Federico Fellini pour mettre en scène 3 nouvelles de Edgar Allan Poe dans un film à 3 segments avec des gars comme Alain Delon, avec Brigitte Bardot, avec Jane Fonda, avec une photographie signée Claude Renoir. Bon voilà, là je pense que j'ai bien balancé, j'ai bien lancé le petit teasing, et c'est parti pour une petite dinguerie qui s'appelle Histoire extraordinaire. Clairement, avec des tels noms, il y a de quoi saliver, c'est quand même un projet absolument dingue, et c'est un film que j'ai découvert pour cette chronique. Moi qui suis un amoureux de Federico Fellini et de Edgar Allan Poe, c'est assez improbable, bref. C'est un film où chaque cinéaste adapte une nouvelle, et un film qui, contrairement à pas mal de films à sketch, ne cherche pas vraiment à créer de lien entre les segments, ce qui est, je trouve, assez intéressant. En fait, moi je préfère quand on assume complètement le fait d'avoir 3 univers distincts, plutôt que de forcer, de vraiment essayer de les lier par tous les moyens possibles, et comme le faisait par exemple Necronomicon. Et donc on a 3 films en un, dont le premier, signé Roger Vadim, est sans doute le plus faible, même s'il a quelques idées de mise en scène, même s'il a, comme je l'ai dit, une photographie impeccable de Renoir, même s'il a un discours assez trouble et assez ambigu sur la sexualité, mais c'est un film sur lequel je vais passer assez rapidement, ce segment, parce qu'il tourne quand même assez mal, tant il souffre de la comparaison avec les 2 incroyables adaptations signées Louis Malle et Federico Fellini, qui s'amusent tous les deux comme des fous dans l'univers de Edgar Allan Poe pour un résultat qui est mais complètement fascinant.
Le segment de Louis Malle prend la forme d'une confession où un officier raconte comment son double, son doppelganger en quelque sorte, hante sa vie, et ça c'est l'occasion pour le cinéaste qu'on connaît notamment pour son film Les Amants, de nous montrer à quel point il parvient tellement de manière assez incroyable à filmer l'érotisme et la fascination, et les excès qu'elle peut entraîner. C'est un film qui atteint son paroxysme lors d'un duel aux cartes hyper troublant entre, Alain Delon et Brigitte Bardot, grande époque, excusez du peu, mais alors ce segment-là, je l'adore, Mais les amis, de toute façon, il y a une équation qu'on connaît tous. Le plus grand, c'est Fellini. En racontant la descente aux enfers de Terence Stamp, qui est une star de cinéma alcoolique et débauché qui se pense hanté par le diable, Fellini crée une sorte de conte hystérique, d'où surnagent des visions à la fois cauchemardesques et surréalistes, et on le sait, le cinéaste italien, il s'en donne toujours à cœur joie quand il faut filmer le monde du cinéma, et ici, les gars, c'est quand même absolument fantastique, quoi. C'est plein d'expérimentations, c'est plein d'idées, de jeux sur les couleurs, de jeux sur les formats. La photographie, c'est de loin la moins classique la plus intéressante de ce film, et non, ce segment pour moi c'est le sommet quoi. Coproduction franco-italienne extraordinaire avec un casting de fou malade et 3 grands cinéastes, vraiment c'est quand même un film à découvrir absolument. Le deuxième film est très récent, il est sorti en 2018, et moi je n'avais beaucoup entendu parler parce que je connaissais assez bien l'assistant réal qui s'appelle Mika Cohen, on dit tous encore une fois bravo Mika en commentaire. C'est l'assistant réalisateur du film de Quarks, qui est un cinéaste que je trouve assez trop peu souvent cité dans le paysage cinématographique français, et c'est dommage. Un film qui s'appelle Tous les dieux du ciel. Tout d'abord, Tous les dieux du ciel, c'est un trio improbable. Entre Estelle, une femme handicapée depuis un étrange accident qui est survenu dans son enfance, une femme qui est muette, qui a un physique hyper atypique, qui a des réactions étranges et perturbantes, et du coup, elle est prise en charge par Simon, son frère, un espèce de paranoïaque compulsif qui est persuadé qu'un jour, il fera la rencontre d'une mystérieuse entité supérieure qui va les amener avec elle. Et rapidement, va naviguer autour de ce duo-là une jeune fille qui voit des gens qui sont morts, donc bon, vous voyez le délire. Et Tous les dieux du ciel, c'est un film qui part dans tous les sens. On passe de la science-fiction à la comédie, à l'horreur pure, au film contemplatif assez troublant, et clairement, Quarks pose une photographie magnifique, vraiment magnifique. Regardez ces cadres, regardez ces éclairages, regardez ces images. Une photographie qui est parfois franchement expérimentale et qui instaure très vite une des grandes qualités, une des plus grandes même qu'un film puisse avoir, l'imprévisibilité. Tous les dieux du ciel, c'est un film où on n'arrivera jamais à vraiment prévoir de quoi sera faite la séquence qui va suivre. Basculant constamment de genre en genre, en fait voilà, le film peut t'offrir une séquence purement contemplative, puis d'un coup du pur narratif dédié à la caractérisation d'ailleurs très construite et très ambiguë des personnages, et notamment du personnage principal qui moi m'a mis mal à l'aise du début à la fin. Et Tous les dieux du ciel, il a aussi un traitement de la science-fiction qui est assez rare, voire même unique en France, qui va me rappeler un certain Night Shyamalan dans son traitement à ce point espéré des extraterrestres. Et quand je dis ça, je dis pas qu'il limite Shyamalan, mais je dirais que dans le traitement, il y a quelque chose qui est assez similaire, c'est son refus de toute prétention. Parce que vraiment, le but, c'est de filmer une espèce de série B, quoi. En fait, un épisode de la 4e dimension, mais version deluxe, comme pouvait l'être Old, comme pouvait même l'être Signe, des films qui ont des thématiques, des films qui ont une intelligence d'écriture et un style artistique et visuel très marqué, et ça c'est complètement ce qu'est Tous les dieux du ciel, qui est avant tout un pur film de genre qui n'essaie jamais de singer les productions américaines, et c'est ce qui le différencie aussi d'un Gueule Noire par exemple. Clairement, je vous conseille ce film, c'est le premier long métrage de Quarks, qui est vraiment un artiste, un plasticien à suivre, et c'est vraiment une expérience à tenter. Et qui est Simon? C'est un ami à toi? C'est celui qui donne des dames à manger à ses cochons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour le 3e film, on va rester dans la grande curiosité. Et je vais vous balancer un film qui est réalisé par Jean-Claude Billette et qui est sorti en 1990. Et vous allez voir, le concept, il est ici assez fou. Un film que j'avais déjà vu et que j'ai revu avec grand plaisir, qui s'appelle Le champignon des Carpates.
Le postulat de départ, il est simple. C'est le bordel en France parce qu'un accident nucléaire digne de Tchernobyl vient d'avoir lieu dans la vallée du Rhône et a fait de très nombreuses victimes. Parmi elles, on retrouve Ophélie, qui est une jeune actrice qui devait jouer dans Hamlet, une version de Hamlet mise en scène par un théâtreux un peu oublié, sauf que voilà, Ophélie, elle est irradiée, donc la participation à la pièce, elle est compromise. Dans le même temps, à Paris, une femme, Marie, va entretenir l'espoir avec un mystérieux champignon qu'elle cueille au pied de la tour Eiffel et qui pourrait bien être la solution aux radiations de cet incident nucléaire. À partir de là, le film déploie vraiment un climat assez particulier et assez unique, en assumant complètement ce côté science-fiction. Quand même, les amis, ce film a été réalisé 2 ans après Tchernobyl, hein. Et 2 ans après Tchernobyl, le cinéaste va s'amuser à partir de ce fait qui est assez tragique pour imaginer une histoire à échelle humaine, une histoire de personnages, des personnages étranges, des personnages tous différents, et pourtant tous liés par une catastrophe nucléaire à laquelle personne ne peut rien, personne ne comprend rien, et ce qui est intéressant avec cette catastrophe, c'est qu'elle va toucher tout le monde de la même façon. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit artiste, qu'on soit chômeur, qu'on soit milliardaire, on va tous être touchés de la même façon, et c'est bien là le propos du film. Donc ouais, les gars, n'imaginez pas de grands panoramas post-apocalyptiques sur une France ravagée. Ça, je vous encourage plutôt à découvrir Malville, qui est d'ailleurs un incroyable film français post-apo à grand budget que j'ai évoqué sur la chaîne et dont je parle dans ce bouquin-là, puisqu'il rappelle complètement Mad Max. Énorme production française avec un casting de fous furieux et des images, je vais vous en montrer quelques-unes qui sont complètement dingues. Mais retour à notre champignon des Carpates. Dans ce film, même l'image paraît irradiée et assombrie. Et en fait, tout tourne autour de ce champignon bizarre, de cette espèce de remède miracle qui pourrait rapporter gros si on le commercialisait. Et évidemment, certains vont vouloir le faire. Et ça pose en filigrane d'autres questions qui sont d'ailleurs traitées avec un certain humour, et pourtant assez graves. Enfin, vraiment, des questions que je trouve assez intéressantes. À quoi bon créer une œuvre artistique quand le monde s'effondre? Est-ce que ça a encore un sens de jouer Hamlet, ou même de réaliser un film à l'époque de Tchernobyl? Des vrais questionnements qui ont dû intéresser beaucoup d'artistes à l'époque, et c'est une vraie curiosité ce film, hein, vraiment. Il est d'ailleurs disponible en intégralité gratuitement sur le site de la Cinémathèque, allez, je vais vous mettre le lien en description. Un beau film qui est très pertinent et qui a quand même des répliques qui marquent, hein, surtout quand on sait qu'il a été tourné quelques mois après la plus grande catastrophe nucléaire de notre époque. Un personnage shakespearien, un condensé de toutes les vies humaines. Ophélie, par exemple... Madeleine est en train de crever avec les 300 rescapés de la vallée du Rhône. Tu crois pas qu'elle va se lever de son lit d'hôpital pour venir jouer Ophélie dans ce théâtre la semaine prochaine? Et puisque le dernier film dont je vais vous parler sera très récent, permettez-moi pour l'avant-dernier de faire un grand retour en arrière pour vous parler de l'un de mes cinéastes préférés dont je parle trop peu sur cette chaîne, qui s'appelle Julien Duvivier, qui est un grand cinéaste français, qui capte la noirceur de l'âme comme personne, et je vais vous parler de l'un de ses chefs-d'œuvre qui s'appelle La Bandera. Dans La Bandera, on va suivre un meurtrier sympathique entre guillemets, traqué par un chasseur de primes jusqu'en Espagne. Et les amis, je le dis direct, le film il a des sacrés atouts, et autant commencer par le plus évident, son casting. Et dans le rôle principal, notre ami Jean Gabin, qui sort pas de son domaine de prédilection, hein, je veux dire, c'est le héros, qui est un sympathique bandit au lourd passé, qui tente de se racheter et de vivre une vie heureuse. Mais c'est un rôle qui est très finement écrit, et l'acteur est hyper bien dirigé par Duvivier, comme peut l'être l'excellent Pierre Renoir. Et toute cette distribution qui est quand même ultra prestigieuse, elle évolue dans des décors impressionnants qui sont filmés avec une belle élégance et avec surtout énormément d'intelligence par le cinéaste. Et l'excellent travail de la photographie qui permet à la mise en scène d'être appréciée à sa juste valeur. Je veux dire les gars, ce film, il y a presque un siècle, mais ça reste tellement facile à voir aujourd'hui, je pense que vous le voyez bien rien qu'aux images. Et de toute façon, c'est pas pour rien que Julien Duvivier il a une réputation de technicien de fou furieux. Et en fait, il a vraiment fait de La Bandera un espèce de spectacle visuel de tous les instants. Et alors, si la forme elle est irréprochable, comme toujours avec Duvivier, le fond il est pas en reste, parce que t'as quand même une incroyable noirceur dans le film, mais qui va pas s'appuyer sur des personnages caricaturaux. Comme je l'ai dit, les personnages sont plutôt finement écrits et quand même tous un peu ambigus et assez troubles, mais on est plus sur une espèce d'ambiance vraiment désespéré. Par contre, c'est typique des films d'avant-guerre, hein. C'est vraiment tragédie dont le personnage a une fatalité et une finalité auxquelles il ne peut pas échapper.
point. Alors oui, il est là pour expier ses fautes et essayer de se faire blanchir et essayer de se rattraper de toutes ses erreurs, mais voilà, notre héros, il a aucun projet d'avenir, si ce n'est celui d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Et clairement, le personnage principal et tous les gens qui gravitent autour sont hyper troubles, et c'est pour ça qu'on peut parler de pur film noir, qui dresse un portrait hyper brut, politiquement et socialement, de la vie d'avant-guerre. C'est un grand film français, et Julien Duvivier, il a été un peu trop oublié, je trouve, notamment au profit de la nouvelle vague, mais c'est vraiment un grand monstre, monument du cinéma français, qui a tourné avec les plus grands, qui a énormément de films avec Jean Gabin, et la Bandera, il est très facile d'accès, c'est idéal pour commencer sa filmo, donc franchement, n'hésitez pas, tentez l'expérience et ne vous laissez pas avoir par la date, ça se regarde encore très bien aujourd'hui, c'est court et c'est du grand cinéma. T'as pas compris que des hommes qui acceptaient ça méritaient qu'on leur foute la paix? Non, c'est pas assez. Fallait encore qu'ils aient des flics à leur trousse, pour guetter leur soulerie, pour épier leur sommeil, pour trahir leur cafard. Couchons à prison ce soir, Juliette. T'as cru ça? Et du coup, pour finir, je vais faire un bond d'un siècle en fait, puisque le dernier film dont je vais parler aujourd'hui, c'est un film qui est sorti en 2024, il y a quelques mois là. Et je peux vous dire que le petit adolescent émo dont j'ai beaucoup trop souvent parlé peut-être sur cette chaîne, en tout cas le petit adolescent émo en moi était ravi, puisque c'est un film qui va concentrer à peu près, enfin vous allez très vite comprendre des premières images en fait, ce film s'appelle La Morsure. Alors, j'adore les teen movies, j'adore les films fantastiques, j'adore le cinéma français, je vais évidemment adorer La Morsure. Ça se passe en 1967, en gros on va suivre une adolescente qui est dans un lycée très catho, et cette ado elle a des visions, des prémonitions, en fait elle fait d'étranges cauchemars, et sur ce cauchemar elle se voit être brûlée sur un bûcher de sorcière. Le truc c'est que ce cauchemar va la persuader qu'il lui reste plus qu'une nuit à vivre, et cette nuit elle va donc la passer à faire le mur avec sa meilleure amie pour être sûre de ne rien regretter. En fait, j'adore ce pitch, parce que c'est un pitch qui permet une espèce d'échappée belle sans pour autant tout expliciter et en nous laissant un petit peu dans le flou. Ça pose plein de questions. D'où vient cette vision? Pourquoi sa réaction immédiate est de vivre sa dernière nuit? Qu'est-ce qu'elle compte faire de sa dernière nuit? Enfin vraiment, moi le pitch, j'étais à fond dedans dès le début. Et j'aime bien ce qu'en fait le cinéaste, il va convoquer toute une imagerie fantastique, parce qu'on est sur un film complètement fantastique, et il va convoquer toute l'imagerie qu'on connaît bien, entre sorcières, vampires, forêt au clair de lune, direction artistique gothique, forcément, évidemment, ultra too much, mais en même temps, c'est presque ce qu'on attendait, quoi. Surtout qu'elle est totalement assumée ici, et ça donne un côté conte fantastique que j'aime énormément. On est sur un rythme planant, langoureux, qui n'hésite pas à faire durer ses séquences, notamment cette longue scène de soirée qui s'éternise et qui est prétexte à des visions évidemment très symboliques, que n'aurait pas renié un certain Dario Argento, qui est une influence, hein, je trouve clairement. Et on a un virement dans la photographie qui devient, voilà, de plus en plus photographie de genre, entre guillemets, photographie de plus en plus stylisée, contrastée, avec une grande saturation et avec des éclairages très marqués, mais assez étranges. On sait pas d'où vient cette lueur, on sait pas d'où vient cette lumière, et moi j'en ai vu une certaine poésie assez bienvenue. En plus de ça, grosse performance de l'actrice Léonie Dahan-Lamor, qui a quand même le nom idéal pour ce rôle, hein, du coup, mais qui m'a rappelé Elle Fanning en fait, dans le Twixt de Francis Ford Coppola, qui pourrait aussi être une influence d'ailleurs dans son espèce d'esthétique surréaliste. Tout le monde va pas adorer La Morsure, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit conte gothique à l'imagerie très soignée, au rythme assez étrange, qui pourrait, pour certains, avoir un petit côté poseur, mais moi je le trouve complètement assumé et complètement à propos. C'est un film sorti très récemment, tentez l'expérience, pour un dimanche soir, c'est nickel, c'est court, et c'est vraiment une belle proposition, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez qu'on sort 2 vidéos par semaine. Faut s'abonner et mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. On a aussi un petit Insta sur lequel je balance du contenu exclusif, les films que je vais voir, etc. Ça fait toujours plaisir, le lien est dans la description. On se retrouve dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.